Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier February Talks. On a été ravis de passer ce mois de février avec vous sur ce sujet du Phygital et de l'expérience client. On a eu l'occasion de planter un peu le décor avec Cécile Badoir de Becoming with Market Audit pour essayer de comprendre un peu tous les mécanismes de ces expériences-là. On a eu la chance la semaine dernière d'avoir le témoignage d'une startup qui a accéléré au MoveLab, qui a pu nous montrer un peu comment réalité virtuelle et réalité augmentée contribuent à ces nouvelles expériences. Et ce matin, donc, on a le plaisir d'accueillir avec nous Jean-Michel Huard. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Marie, bonjour à tous. Donc, qui est consultant en expérience client. Tu as eu l'occasion d'accompagner des grands groupes comme La Poste, la SNCF, ADP ou encore RATP Dev sur ces problématiques-là. Donc, on va voir ensemble ce matin comment, en effet, tous ces dispositifs Phigito sont appliqués au secteur de la mobilité. Comme vous le savez, ces entretiens sont organisés par le Mobility Club de VIA-ID, donc ce cercle privé qu'on a créé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, vraiment dédié aux entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et créer des liens plus étroits avec les startups. Donc, on est ravis ce matin de voir qu'on a du monde de chez Total, Colas, Hutchinson, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais qui sont connectés avec nous. Donc, bienvenue à tous. Je vous propose, comme vous le savez, de vous présenter dans le chat, de poser vos questions également si vous en avez au fur et à mesure des discussions. On y reviendra à la fin de notre entretien avec Jean-Michel. Et puis, Jean-Michel, écoute, je te propose qu'on commence, qu'on aille dans le vif du sujet. Peut-être qu'on va essayer de voir déjà comment est-ce qu'en effet ces expériences digitales ont transformé l'expérience client dans la mobilité. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, ces dernières années ? Oui, excellente question. Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir et très heureux de contribuer aux riches échanges du Mobility Club qui font progresser la réflexion dans notre métier. Pour moi, c'est un sujet, une question particulièrement pertinente parce que je dirais que pour moi, le phygital, c'est un peu consubstantiel de la mobilité parce que la mobilité, par définition, elle ne peut pas être dématérialisée. Et en revanche, le digital vient vraiment augmenter l'expérience client et l'enrichir avec une transformation qu'on constate déjà depuis quelques temps maintenant. Et aussi de dire que la mobilité, elle devient digitale parce que le digital, il est devenu mobile grâce au device, avec le smartphone qu'on a tous dans la poche, grâce à la couverture et à la puissance réseau, 3G, 4G, bientôt la 5G qui va nous offrir des nouvelles possibilités. Et puis aussi grâce à la baisse des prix et au développement des forfaits data, parce qu'on a besoin de beaucoup de data pour utiliser le digital dans la mobilité et en mobilité. Et donc, pour moi, c'est un élément vraiment important et caractéristique du digital dans la mobilité. Et en termes d'usage, pour répondre à ta question, Marie, les premiers développements, finalement, c'était sur les fondamentaux. Ce qu'on constate, c'est les fondamentaux des services de mobilité, tout ce qui va être autour des services liés à l'information voyageur qu'on a vu se développer. Et je pense à l'offre, les recherches d'itinéraires, l'information trafic avec l'apparition du temps réel. Et avec le règne des startups d'info voyageurs qui ont développé finalement, ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant, avec le début des années 2010 avec ces fameux sites mappeurs, avec Moovit, devenu évidemment maintenant très, très important, et puis plus récemment avec MyBus pour une réussite française qu'il faut citer aussi. Et puis, tout ça grâce à l'open data également, puisque pour cette information voyageur et ses fondamentaux, ça marche si on progresse, et ça a été lent mais réel sur le partage de la data de transport. Et puis aussi sur la partie, toujours dans ces fondamentaux, sur tout ce qui va être la consommation de services et la réservation. Je pense notamment au transport à distance, au TAD, qui peut se développer. Alors évidemment, on pouvait marcher par téléphone, etc., mais ça donne beaucoup plus de possibilités avec les plateformes de gestion digitale, et puis tout simplement dans l'expérience avec la réservation et la gestion des transports à la demande, qui finalement se sont développés avec beaucoup plus de souplesse et de confort et d'expérience client, et offrent une solution en zone peu dense. D'accord. Et quels sont du coup les usages les plus répandus aujourd'hui qu'on pourrait voir sur ces dispositifs ? Oui, alors la suite, finalement, après, toujours dans ses fondamentaux, mais la deuxième grande catégorie d'usage qui va impacter l'expérience client digitale, c'est tout ce qui va être autour de la distribution et du paiement.
Là aussi, on a été sur un développement très rapide, alors un peu multifacette avec les différentes technologies, hein. Je pense d'abord à la carte à puce avec je sais pas pour en citer qu'une, mais il y en a évidemment beaucoup, la célèbre passe-passe qu'on connaît tous dans les Hauts-de-France, et qui permet, avec une évolution où on avait d'abord la carte à puce avec le système qu'on appelle SIM-centrique, avec toute la data client qui sort la carte, et puis l'évolution vers les systèmes serveur-centriques qui vont permettre de donner beaucoup plus de possibilités dans la relation client, dans le suivi de l'offre et dans l'offre qu'on va faire au client. Et puis alors, toujours sur cet aspect de distribution et de billettique, évidemment toute la dématérialisation du billet, le fameux M-Ticket. On a vu le développement avec la technique du QR code, hein, c'est les billets SNCF, les billets, maintenant on prend le TGV en montrant son billet et en le validant sur le QR code qui est sur le smartphone. Le QR code, c'est aussi le fonctionnement dans l'autre sens, avec les QR codes qui sont positionnés sur le parcours et qui permettent de valider le billet qu'on a acheté en ligne auparavant, en scannant, en flashant le QR code qui est positionné dans le tram, dans le bus, de manière fixe. Et la solution, je parlais de MyBus tout à l'heure, qui est proposée notamment par MyBus et qui est développée maintenant dans beaucoup de villes en région, c'est l'open payment. L'open payment qui finalement, quand on va jusqu'au bout, permet qu'on ait la carte bancaire qui devient le titre de transport. Et deux exemples là aussi à Dijon avec Keolis, plus récemment avec Brest et RATP Dev. Dans les deux cas, sauf erreur de ma part, c'est avec Actol. Et donc là, on a vraiment une solution de paiement, ticket unitaire. Aussi, on peut faire de la multi-validation, donc acheter plusieurs tickets. Donc, on est vraiment dans la fluidité du passage pour le client, pour le voyageur. Et puis, last but not least, mais peut-être le plus simple en usage, mais finalement assez récent dans le développement, en tout cas dans la popularité, c'est le fameux ticket SMS, hein, qui a été boosté par la crise sanitaire et par le Covid, hein, comme plusieurs des usages que je viens de décrire d'ailleurs, qui finalement c'est à la fois un révélateur, un accélérateur pour des choses et des usages qui se développaient déjà auparavant. Et ce ticket SMS, dont on a beaucoup parlé avec la mise en place très très rapide en quelques jours par la RATP sur toute l'Île-de-France, même s'il était déjà testé, mais qui était déjà avant apparu dans plusieurs villes en région, hein. Je pense à Rouen, je pense à Toulouse, ou sauf erreur au Havre aussi, avec la start-up. J'ai toujours du mal à prononcer son nom, Atsuke, et pardon si je prononce mal. Et puis, alors si on va plus loin dans ces usages autour de la dématérialisation billettique, des usages qui font peut-être plus débat sur un plan éthique, hein. Je pense à la reconnaissance faciale qu'on a vu apparaître notamment sur le métro de Shenzhen. On sait que la Chine est très en avance sur la reconnaissance faciale, se pose peut-être moins de questions éthiques qu'on peut se poser nous, et qui va être évidemment dont la facilité d'usage va être amplifiée par la 5G, puisqu'il y a quand même des sujets de data derrière. Ça pose aussi des sujets de sosie, jumeaux, etc., enfin qui sont peut-être marginaux par rapport à la technologie. Et puis, alors encore un que j'aime bien citer, c'est la puce sous-cutanée. Alors là, on est vraiment dans le figital au sens propre, avec une techno NFC, hein, toujours, mais voilà, on fait injecter une petite puce sous la peau et vous l'avez sans doute vu à Stockholm, en Suède, où il y a une expérimentation, alors qui reste expérimentale à ma connaissance, hein, mais avec plusieurs milliers de personnes qui l'utilisent. Pas que pour les transports, mais notamment on peut y stocker, prendre et valider son billet de train avec les SJ, hein, qui est la compagnie nationale suédoise de ferroviaire. D'accord, donc on a vu qu'il y avait quand même un gros volet qui était vraiment autour de la digitalisation du ticketing. Quels autres services bénéficient aujourd'hui de ce genre de dispositif? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'étendre petit à petit de manière plus large par rapport aux services fondamentaux de la mobilité. Ça va être des services plus auxquels on n'a pas forcément pensé au premier abord sur la digitalisation finalement du parcours client dans les transports, ou sur des services qu'on peut apporter. Euh, je vais citer la sécurité sécurité sûreté avec une application qui a été développée par le lab, un des labs innovation de RATP Dev à Casablanca, et d'ailleurs testé sur le tramway de Casablanca, qui s'appelle WIP, Walk in Peace, et qui
qui est en fait une application pour mettre en relation, une application de copiétonnage, pour mettre en relation les passagers qui ne souhaitent pas faire le voyage seul. Notamment, on pense aux problématiques pour les femmes seules, mais pas seulement. Ça peut concerner aussi des personnes à mobilité réduite. Et puis avec une fonction prévention, hein, on va organiser un voyage à plusieurs. Alors une sécurisation de l'inscription évidemment des membres sur l'application et même un système de notation pour être sûr qu'on prend un copiéton de toute confiance. Et puis aussi une fonction d'alerte hein, en cas de harcèlement, etc., qui peut faire qu'on est relié directement aux équipes d'intervention. On sait que dans les transports, on gère par définition une étendue importante et donc il faut pouvoir alerter à la fois les autres passagers qui peuvent se trouver sur le quai, dans l'espace à proximité, et puis à la fois à distance des équipes d'intervention. Un autre exemple dans ces services dont on a pas mal parlé ces derniers temps, c'est les expérimentations développées plutôt en Île-de-France, hein, sous d'ailleurs la houlette de Île-de-France Mobilité, sur le calcul d'affluence dans les bus. Alors là aussi, on a un peu un foisonnement de technologies hein, avec Keolis qui s'appuie sur les traces Wi-Fi laissées par les smartphones des passagers, puis aussi sur le poids à l'essieu. Il y a Transdev qui travaille une expérimentation avec des cellules de comptage. Et puis pour compléter le panorama, la RATP qui est sur une base de mesures collaborative hein, avec le signalement par les passagers eux-mêmes de l'affluence dans les transports utilisés. C'est Google Maps d'ailleurs qui travaille aussi sur le même système. Hein, donc on sait qu'on a des acteurs de plusieurs cultures. Et donc on verra ce qu'il en ressort sur l'efficacité et ce qui est le plus efficace dans ces technologies. Ce qui est sûr, c'est que c'est une attente forte dans les usages clients, renforcée là aussi par le Covid, parce que évidemment pour restaurer la confiance et voilà le sujet de l'affluence dans les transports en commun est un des points importants à pouvoir finalement enrichir avec ce type de technologie. Et puis un dernier aussi, la téléopération des gares, notamment sur Transilien, qui a été développé, je crois que ça avait démarré vers 2017, mais enfin on est encore loin du déploiement achevé, et qui permet finalement à la fois des opérations de gestion, mais surtout de mettre de garantir des équipements en meilleur, en fonctionnement du premier train au dernier train. Je pense notamment à l'ouverture de l'abri quand il fait froid en hiver. On a eu une semaine un peu froide très récemment. Et bien, le fait que finalement une centrale puisse gérer à distance l'ouverture, la fermeture des gares, c'est à la fois un aspect de sécurisation, mais surtout de service et donc de meilleure expérience client. Très digital aussi, parce que quand il fait froid, on voit bien la dimension physique du service qui est renforcé par le pilotage à distance et digital. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres usages aussi, peut-être plus pour les professionnels de la mobilité eux-mêmes? On a vu que forcément, il y a beaucoup d'usages pour les clients, mais j'imagine que pour les professionnels, il y en a aussi d'intéressants. Oui, finalement, oui, pour rebondir, ça fait le lien finalement avec l'exemple précédent, puisque quand on est dans la téléopération, on est aussi sur l'exploitation. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir ce volet-là. On parle toujours aussi de l'expérience client, de l'expérience collaborateur, et finalement le fait de pouvoir mettre des meilleurs services à disposition des acteurs professionnels de la mobilité, ça permet derrière d'offrir un meilleur service aux passagers, à l'utilisateur. Je pense évidemment à l'ensemble de tout ce qui est IoT, géolocalisation, qui fait partie là aussi des fondamentaux de la mobilité, mais qui a permis le développement très fort et qui permet le développement aujourd'hui des micro-mobilités, et notamment la logique de free floating, puisque finalement c'est le fait de pouvoir piloter à distance maintenant de manière très souple et sans station fixe et sans investissement fixe, va permettre de rendre le modèle plus pertinent et plus facile à exploiter pour les utilisateurs. Alors là, nous sommes entre acteurs de la mobilité, donc ça paraît peut-être des évidences, mais voilà, si on prend du recul, c'est là aussi finalement toutes ces technologies d'IoT, de digital qui permettent de faciliter l'expérience, faciliter la gestion et finalement de développer les usages. Je pense aussi à l'application GeoVélo,
développé par la startup du même nom, sauf erreur de ma part, Si, c'est ça. et qui, bon, au-delà du service classique apporté aux cyclistes, hein, de classique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de donner de l'itinéraire, de l'information finalement utilisateur des placements, permet aussi des informations précieuses qui vont remonter notamment aux collectivités. Alors j'ai une petite casquette de conseiller municipal dans ma ville et je vois bien tout lutter en charge des mobilités effectivement l'usage qu'on peut en faire en ayant des remontées d'informations sur des défauts de la voirie. Finalement, on va faire travailler, on va être dans le collaboratif et faire travailler les utilisateurs pour que ensuite on puisse apporter aussi une meilleure en l'occurrence de la maintenance, de la réparation, ou aussi des nouveaux plans de circulation en regardant les usages réels. Et donc finalement avoir une boucle d'amélioration continue. Hein. Je crois qu'il y a déjà plus de 150 000 utilisateurs sur GeoVélo et que ça a doublé en un an. Et là aussi, la crise sanitaire est un accélérateur. Ça s'appuie sur OpenStreetMap, je crois. Un dernier exemple que j'ai eu dans mon expérience aéroportuaire, mise en place tester l'utilisation de la traçabilité Wi-Fi, hein, un petit peu dans la même logique que pour l'affluence dans les bus dont je parlais tout à l'heure. Et où en faisant des mesures et des campagnes d'observation des traces Wi-Fi de l'ensemble des passagers dans un espace, par exemple une salle d'enregistrement, on va faire une cartographie chaud-froid d'utilisation des zones et de parcours clients et pouvoir ensuite en tirer des enseignements entre les différents acteurs qui interviennent. Surtout, c'est une zone très multi-acteurs hein, avec les compagnies, les sous-traitants, etc. Donc, ça permet d'objectiver les choses et ça permet vraiment de les quantifier et ensuite d'apporter une meilleure exploitation, une meilleure utilisation de l'espace et qui finalement se traduit là aussi en expérience client au final, en étant en mesure d'apporter un meilleur service. Mais c'est une expérimentation, un travail digital qui ne se voit pas forcément directement du client. D'accord. Le temps passe vite. Jean-Michel, je te propose d'aborder un dernier sujet, et pas des moindres, qui est le MaaS. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas un peu un des sujets clés du Figital aujourd'hui ? Oui, alors ça mériterait une intervention à soi tout seul, comme on le sait, mais c'est un peu la conclusion, c'est-à-dire que le MaaS, c'est pour moi le stade ultime qui va reprendre un petit peu les aspects que j'ai pu développer auparavant, mais notamment sur les fondamentaux de la mobilité. Et ça, c'est ça. L'objectif du MaaS, hein, Mobility as a Service, c'est de mettre à disposition de toute l'information et toute l'offre de transport pour pouvoir l'articuler au mieux pour l'utilisateur et surtout réaliser un arbitrage intuitif, réactif entre différents modes de transport. Et donc, c'est la multimodalité poussée au bout qui va être permis par les applications digitales. Hein. Je pense à l'assistant SNCF pour prendre de très macro en France. Je crois qu'on a 13 millions c'est très impressionnant d'utilisateurs, en tout cas qui ont l'application. Encore faut-il les amener à se servir de l'ensemble des possibilités offertes par le multimodal qui est petit à petit agrégé dans l'offre. À l'autre bout, au niveau, quand je dis à l'autre bout, au sens plus petit en périmètre et à l'échelle d'une ville, hein, je pense à Annemasse avec TAC Mobilité, développé par RATP-Dev avec Instant System. Je pense aussi à Transdev avec le compte mobilité à Mulhouse, qui va jusqu'à pouvoir aussi consommer et acheter du transport sur plusieurs modes en parallèle. Et puis, si on prend à l'étranger, pour moi, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais un des exemples les plus aboutis, c'est l'expérimentation à Helsinki avec WIM et Mass Global, et qui va vraiment jusqu'à offrir des solutions tarifaires intégrées où vous achetez un forfait. Alors, il y a plusieurs formules, hein, mais un forfait multi-mode et pas seulement de pouvoir acheter chaque transport l'un à côté de l'autre. Évidemment, la dimension développement durable qui est derrière, c'est-à-dire que tous ces usages, toutes ces applications valent si on donne aussi un arbitrage qui prend en compte la consommation de CO2 et l'arbitrage finalement écologique dans son choix de transport à chaque fois qu'on le peut. D'accord. On va prendre une question de Jérôme Tan de Total qui nous demande si tu connais des startups qui seraient derrière ce fameux traçage Wi-Fi, si tu aurais des noms
Alors, moi, j'ai travaillé, alors j'en connais une, je sais qu'il y en a d'autres, mais celle qui me revient, c'est celle avec laquelle j'ai travaillé, c'est SmartFlows. Super, on ira voir ça. Parfait. Bah, écoute, Jean-Michel, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti ce matin, mais c'était vraiment très riche et très intéressant. On est donc en train de clôturer ce mois dédié au Figital. On vous donne rendez-vous donc le 10 mars prochain pour la reprise des talks qui, cette fois, seront autour de la révolution du deux roues afin de voir comment en un an cette tendance s'est installée et comment les différents acteurs du marché ont pu répondre à cette demande croissante. On aura la chance d'avoir avec nous des super intervenants encore une fois, donc entre autres Adrien Lelièvre qui est journaliste aux Échos, Olivier Garcia, directeur produit de chez Fnac Darty qui a mis en place les fameux corners mobilité qu'on peut voir un peu partout, Ludovic Bertrand qui est un des leaders chez Mobivia en charge de la stratégie deux roues, et on aura également la chance d'avoir un talk à la fin du mois en anglais avec un des dirigeants de Swapfit qui va nous parler de leur stratégie de déploiement en Europe et en France. Merci à tous, merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Au revoir.